En cette rentrée 2021, à l'aune et au lendemain des débats sur la loi confortant les principes de la République, la représentation de laïcité en France revient au devant de la scène. Face aux actes de barbarie qui frappent la France, dans un paysage confessionnel troublé, fragmenté et dans le contexte d'une communautarisation galopante et d'un environnement international hostile, où en est la République et la laïcité à la française? Quelles en sont les menaces et opportunités, les forces et les faiblesses, mais aussi les perspectives? Pour en parler, je reçois Jean-François Colosimo et Didier Lesky, co-auteurs avec Régis Debray de ce livre à 3 voix, République ou barbarie, aux éditions Cerf. Un ouvrage précieux qui tente d'apporter sinon des réponses à nos interrogations et ambivalences, du moins des pistes de réflexion à l'aune de l'histoire de France et de notre actualité. Quelle laïcité ici et maintenant? Ce sera donc le thème du grand entretien. Et tout de suite, les nouvelles du monde orthodoxe. France, ordination épiscopale du nouveau métropolite de France du patriarcat œcuménique, Monseigneur Dimitrios Plounis, présidé le 25 juillet par le patriarche Bartholomé à la cathédrale patriarcale Saint-Georges Ophana à Istanbul. Il sera installé par le métropolite Arsenios d'Autriche le samedi 18 septembre à 11h à la cathédrale Saint-Étienne au 7 rue Georges Bizet à Paris 16e. Monseigneur Maximos, évêque vicaire de la métropole de France, a été transféré à la métropole de Grande-Bretagne. Constantinople, signature le 1er septembre par le patriarche Bartholomé de Constantinople, du pape François et de Justin Welby, archevêque de Canterbury, d'une déclaration commune pour la protection de l'environnement. Constantinople toujours, synaxis des hiérarques du patriarcat œcuménique, présidé du 1er au 3 septembre, à Istanbul par le patriarche Bartholomé, autour de 4 thèmes, pandémie et vie ecclésiale, l'annonce de l'évangile au XXIe siècle, l'Église et le monde contemporain et divers thèmes pastoraux. La photo collective a été prise devant la cathédrale patriarcale Saint-Georges du siège du patriarcat Ophana à Istanbul. À Khalki, signature d'un accord pour financer la rénovation de la bibliothèque du séminaire orthodoxe à Khalki, en Turquie, entre Monseigneur Kassianos, ordinaire des lieux, et Madame Poulos, présidente du Centre européen des monuments byzantins et post-byzantins, et ce, à l'occasion de la rencontre internationale qui a eu lieu dans les lieux sur la protection de l'environnement et la culture. En Ukraine, visite officielle en août dernier du patriarche Bartholomé auprès du métropolite Épiphane, titulaire de l'entité créée par le patriarcat œcuménique mais non reconnue par l'ensemble des églises orthodoxes. Le patriarche a été reçu par le président de la République, le Premier ministre et le président de la Chambre des députés. Patriarcat d'Antioche, visite du vice-ministre des Affaires étrangères grec, Konstantinos Vlasis, au patriarche Jean X à Balamande, au Liban, pour évoquer divers sujets de coopération. Au Vatican, participation le 1er juillet dernier du patriarche Jean X d'Antioche au Vatican à la journée consacrée au Liban par le pape François, avec les primats des églises chrétiennes d'Orient. Le patriarche Jean X s'était consulté avant son départ au Vatican avec les dignitaires musulmans libanais, chiites, druzes et sunnites. Le patriarche Jean X a reçu également les étudiants du séminaire orthodoxe Saint-Jean Damascène et a annoncé conjointement avec le patriarcat de Roumanie la création d'une paroisse orthodoxe à Dubaï pour les besoins pastoraux de la communauté romaine locale. En Hongrie, la plus haute distinction de l'État hongrois a été décernée par le président János Áder au métropolite Arsenios d'Autriche pour sa contribution au renforcement des relations entre le patriarcat œcuménique et la Hongrie. Au Monténégro, le nouveau métropolite du Monténégro, Monseigneur Ioannis, a été intronisé par le patriarche serbe Porfirios, avec une participation massive des fidèles dans et en dehors de la cathédrale de Podgorica, capitale du Monténégro. En Ukraine, d'importantes processions ont eu lieu cet été à Kiev, dirigées par le métropolite Onufre de Kiev et d'Outlikren, église autonome dans la juridiction du patriarcat de Moscou. À Paris, élection du professeur Michel Stavrou au poste de doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Le thème de l'université de rentrée de l'Institut porte sur le rôle de la religion et si elle constitue une menace au vivre ensemble. Décès cet été, toujours à Paris, de Jean Tchekan, fondateur et longtemps rédacteur en chef du service orthodoxe de presse, le fameux SOP, qui contribua dans les années 80 et 90 à la diffusion de l'information sur l'orthodoxie en France et en Europe. Publication, un important travail sur l'histoire et l'identité des chrétiens orthodoxes en Europe occidentale a été publié par Sébastien Rimstad dans le cadre des éditions du Routledge Studies in Religion.
Sortie en format poche du livre du père Tikhon Shevkunov sur le père Raphaël et autres saints de tous les jours aux éditions Sirte. Sortie du dernier numéro de la revue Contact sur le thème « Pour la vie du monde vers un éthos social de l'Église orthodoxe ». Aux éditions Apostolia, sortie de plusieurs livres, La foi, la liturgie et la vie de l'Église orthodoxe, un important manuel de catéchisme orthodoxe, et puis de La chute d'Adam de l'archevêque Saint-Innocent de Chersonèse, puis d'un intéressant roman sur l'icône de Georgia Briggs dans la collection Apostolia Junior. Aux éditions Nouvelle Cité, un nouveau numéro de la collection Connaissance des Pères de l'Église sur Bordeaux et l'Aquitaine. Sorti aussi aux éditions Salvator de Pierre de Charentais. Paul VI, inspirateur de François, pour comprendre la filiation spirituelle de François à Paul VI. Toujours sur le Vatican, un important ouvrage vient de paraître, de Yvon Travoez, L'ivresse et le vertige, qui décrypte le Concile de Vatican II, ce concile qui était un moment clé de la vie de l'Église catholique romaine, et son impact sur la vie de l'Église et ses crises dans le monde contemporain et qui a émergé avec mai 68. Enfin, dans la collection texte de la Philocalie des éditions Apostolia, 2 pères à lire et à découvrir sans faute, Évagre le Pontique et Saint Jean Cassien. Et tout de suite, le grand entretien. Je reconnais, dit l'empereur Justinien, 2 autorités, le sacerdoce et l'empire. Le Créateur a confié au premier le soin des âmes, le second l'autorité temporelle. Pour que le monde soit prospère, il faut que ces 2 autorités vivent en paix. Cette profession de foi de l'empereur byzantin, ordonnateur du fameux Code justinien, le plus ancien code de droit, fonde la théorie byzantine de la symphonie entre le temporel et le spirituel. Quelle est-elle, cette symphonie byzantine de coopération entre le temporel et le spirituel, préalable à la paix sociale ? N'est-ce pas là aussi l'objectif de la pacification des esprits, recherché par Aristide Briand, le grand architecte de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 ? N'est-ce pas là de même aussi cette saine laïcité de coopération prônée par le pape Benoît XVI ? Je cite, « La saine laïcité, écrit le pape, signifie libérer la croyance du poids de la politique et enrichir la politique par les apports de la croyance, en maintenant la nécessaire distance, la claire distinction et indispensable collaboration entre les deux. Il existe une sorte d'unité-distinction qui doit caractériser le rapport entre le spirituel religieux et le temporel politique, puisque tous deux sont appelés, même dans la nécessaire distinction, à coopérer. » Sommes-nous toujours dans cette perspective en cette rentrée 2021, au lendemain des débats sur la loi confortant les principes de la République ? Quelle représentation de la laïcité ici et maintenant face aux actes de barbarie qui frappent la France, dans le contexte d'un paysage confessionnel troublé et d'une certaine, disons-le, communautarisation qui se propage ici et là, dans un environnement international hostile, où en est la République et la laïcité à la française? Quelles en sont les menaces, opportunités, les forces et les faiblesses? Les orthodoxes en cette rentrée s'interrogent aussi à l'université de rentrée de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. La religion est-elle une menace pour le vivre ensemble? Ce thème, choisi par l'Institut, n'est-il pas emblématique de cette période trouble? République ou barbarie? Qui vient d'être publié aux éditions Cerf, est un ouvrage précieux, car il tente d'apporter, sinon des réponses à nos interrogations et à nos ambivalences, du moins des lectures et des pistes de réflexion à l'aune de l'histoire de France et de notre actualité, sur un paradigme qui concerne à la fois le culturel et le cultuel au sens le plus large possible. Pour en parler, je reçois Jean-François Colosimo, essayiste orthodoxe, directeur des éditions du Cerf, et qui mène une enquête remarquée sur les mutations théologiques contemporaines. Auteur de La religion française, 1000 ans de laïcité en France, aux éditions Cerf. Et je reçois aussi Didier Lesky, haut fonctionnaire, politiste, ancien chef du bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur, auteur, entre autres ouvrages, de Misère de l'islam de France, aux éditions Cerf, et avec Régis Debray, La laïcité du quotidien, guide pratique aux éditions Gallimard. Un observateur, Didier est un observateur capital des mutations actuelles de la société. Je signale aussi un ouvrage intéressant de Charles Coutel qui vient de paraître sur le sujet aux éditions L'Harmattan, Pour une république laïque et sociale, héritage, défis et perspectives. Jean-François et Didier, bonjour. Bonjour. Merci d'être venus sur ce plateau. J'ai une question rapide un peu sur le livre, parce que c'est un livre qui est très intéressant, 3 voix. Et on a l'impression qu'il y a 3 voix avec VIEX et VIES à la fin. C'est 3 lectures différentes.
trois lectures de l'histoire, chacun avec son charisme, son bagage culturel, intellectuel, politique, qui expose un peu les choses. Qu'est-ce qui vous unit tous les trois et qu'est-ce qui vous différencie? Rapidement, Jean-François. Non, mais moi je pense que, bien sûr, il y a des différences de sensibilité sur tel ou tel phénomène historique, il y a des accents qui sont différents, mais je pense que ce qui nous unit vraiment très très profondément, c'est de considérer que la laïcité est en soi un bien qui doit être plus que jamais aujourd'hui défendu. D'ailleurs, on dit laïcité à la française, c'est un peu redondant. Certainement, la laïcité, c'est l'exception même de la France. Et pour aller vite, l'exception de la France, c'est que c'est le seul pays au monde où l'État a bâti la nation, là où très souvent ailleurs, les peuples ont cherché parfois pendant longtemps, un État. Donc la France, c'est l'expérience du politique comme lieu de liberté. Et ça, c'est peut-être aussi une définition de la laïcité, n'est-ce pas? Voilà. Didier? Oui, mais je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Jean-François. En même temps, ce livre est le produit d'une inquiétude, justement, face Et même le mot peur traverse tout le livre, quelque part. La peur, comment faire face à la peur en fait qui existe, par rapport à, en fait, à quelque chose de trouble qu'on est en train de vivre. La peur peut être mauvaise conseillère. Et absolument. Il faut, dans cette défense de la laïcité, en même temps, respecter le droit de croire et ne pas être dans l'excès, c'est-à-dire dans la stigmatisation en soi de la croyance, et en même temps être très vigilant pour que certaines croyances ou certaines personnes dans leurs croyances ne remettent pas en cause ce qui est la spécificité française telle que Jean-François vient de le rappeler. Alors, quel est votre constat, je dirais, sur l'état de laïcité? Je ne vais pas revenir sur l'histoire, parce que bon, on se targue parfois de dire qu'on a eu un siècle de laïcité, on a eu des hauts et des bas, en fait, et c'est vrai. Moi, en tant que juriste, j'ai suivi, et vous, monsieur le préfet aussi, vous avez suivi un peu toute l'évolution, je dirais, du corpus juridique, qui est très, très intéressant. Il y a eu des évolutions, notamment en 2017, etc. Mais, donc, on reviendra pas sur l'historique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui menace la laïcité? Est-ce que c'est les Français par rapport à leur regard sur la laïcité, ou c'est une menace extérieure? C'est une menace interne ou externe? Moi, je dirais que ce qui menace la laïcité, c'est l'oubli de notre propre histoire. Et de la manière dont tout ça s'est construit, c'est-à-dire du long combat... le récit national. Du long combat intellectuel, politique, pratique, pour construire justement à la fois ce corpus juridique, mais cette manière de vivre ensemble qui nous caractérise et qui aujourd'hui est à la fois unique, mais qui est remis en cause de manière violente. Vous avez parlé justement des événements qui ont traversé la France il y a quelques années et qui font l'objet aujourd'hui d'un procès. Voilà, on sent bien qu'il y a une volonté... traumatisant aussi pour la France. Voilà, il y a une volonté de donner des coups de boutoir, mais on peut y rajouter l'hostilité manifestée de manière très politique à partir de certains pays. On peut penser par exemple à la Turquie avec le président Erdogan qui a comme objectif très clair d'utiliser une partie de la population qui vit en France et qui peut être légitime dans le fait de croire pour l'organiser de manière politique, pour remettre en cause justement ce que nous avons construit sur un long temps. Absolument. Jean-François? Oui, les ennemis, ils sont clairs. À l'extérieur, on ne peut que noter, et c'est pour ça qu'il faut la porter fièrement, la laïcité, c'est qu'elle aspire la condamnation à la fois du Congrès américain et de la Ligue islamique mondiale. Donc quand on cumule de telles adversités, c'est que ça doit être quand même quelque chose d'important, cette laïcité. Évidemment, à l'intérieur, elle est rongée par le communautarisme, une mauvaise vision du libéralisme, parce que la laïcité a aussi une dimension de libéralité et de libération, très importante. Bon, donc, effectivement, moi je suis d'accord parfaitement avec Didier, le véritable problème, c'est est-ce que les Français connaissent encore la grammaire de la laïcité, le vocabulaire de la laïcité, si on considère encore une fois que la laïcité, elle ne commence pas forcément en 1880 au moment où on forge le mot, mais que ne serait-ce que l'adjectif laïque traverse l'histoire de France. D'ailleurs, peut-être que la laïcité
existe plus comme un adjectif laïque que comme un substantif, un concept qu'on voudrait peupler. On sait ce que ça veut dire. Une école laïque, un espace public laïque, un débat qui est empreint de laïcité, ça veut dire, en fait, là on a un synonyme, c'est liberté, en fait. Liberté où les conditionnements, je veux dire, ne s'exercent pas, n'est-ce pas ? Alors effectivement, aujourd'hui, la mondialisation provoque tellement d'identitarisme, de communautarisme, de tribalisme, toutes les choses que la laïcité invite à dépasser, donc elle se retrouve effectivement comme cible. Et elle est mal défendue aujourd'hui. Elle est mal défendue aujourd'hui parce que c'est notre bien à tous. Le mot qui va avec laïcité, c'est république, républicain, notre chose commune. C'est notre trésor commun. N'est-ce pas ? Justement, c'était un peu ça ma question. C'est pas une affaire d'expert. C'était un peu ça ma question. Est-ce que le problème de laïcité, le mal de la laïcité aujourd'hui, n'est pas le mal de la République et de son modèle, quelque part ? Je veux dire, parce que je reprends par exemple un peu la conclusion de Didier, dépasser la peur, en fait. La grande faiblesse des partisans de la laïcité, je dis, aurait été de penser que tout allait pour le mieux dans le meilleur de monde. Ils dormaient sur leurs deux oreilles sécularistes, la religion relevée du passé était d'ores et déjà dépassée. Restait encore quelques attardés avant que ne triomphe la science, la technique, le progrès social, la déconvenue est rude. J'ai l'impression qu'on se réveille d'un mauvais cauchemar. Nous, laïcs, avons longtemps pensé que nous avions atteint comme une fin de l'histoire la paix éternelle après la guerre des deux France, que l'école de la République serait pour toujours le creuset de la nation, du partage de nos principes, et nous savons que ce n'est plus le cas. Donc, est-ce que ce n'est pas un problème de la République ? Enfin, c'est un problème de la République, c'est un problème d'une certaine manière qui dépasse... Parce que Jean-François a évoqué la communautarisation, on sent très bien comment on fait dans différentes communautés. Pas seulement, je dirais, parfois dans l'islam et dans les communautés musulmanes, mais aussi dans d'autres communautés, il y a un modèle de communautarisation qui se propage. Oui, mais parce que il y a eu, en particulier, je dirais, chez les progressistes, l'idée qu'il y avait un sens de l'histoire qui faisait que, de toute façon, tout ne pouvait aller que pour le mieux. Le mieux. Voilà. Et en réalité, nous nous sommes trompés. Enfin, et on a bien vu cette inversion. Vous dites c'est la crise de la République. C'est pas simplement la crise de la République. C'est aussi une certaine crise de la raison. Et je dirais même la crise des mondes sans Dieu, ou en tout cas tels qu'ils voulaient se présenter, qui ont des effets délétères sur ceux qui, pendant très longtemps, ont défendu la République. Au fond, la capacité qu'ont eu certaines religions, et en particulier l'islam, à reprendre du poil de la bête, eh bien, c'est fait à partir de l'écroulement d'espérances laïques, dont on peut dire que dans leur aspect pratique, elles ont trahi très profondément ce qu'elles affirmaient, en termes d'émancipation ou en termes de construction nationale. La laïcité subit tout autant la crise de la décolonisation, au sens où elle n'a pas donné ce qu'on espérait, ce que les peuples espéraient, et du coup, certaines parties de ces peuples se sont tournées vers une foi, je dirais, déshumanisée, ou déshumanisant l'autre, et puis de l'autre côté, le triomphe, comme l'a dit Jean-François, d'une forme de libéralisme qui, au bout du compte, n'est pas non plus protecteur de l'individu, des libertés individuelles, de l'humanité. Et qui est destructeur des valeurs aussi. Et qui est, du coup, à partir de l'argent, destructeur des valeurs. Absolument. C'est ce que dit, par exemple, je dirais, Onfray, qui est dans un autre registre aussi, mais il fait un peu le constat d'une décadence généralisée. Mais il dit, nous sommes dans une déperdition de valeurs et je ne vois pas de valeurs alternatives. Et ce déclin date du XVe siècle, dès le début de la Renaissance. À partir du moment où on a eu besoin de la raison, la foi a commencé à se déliter et il n'y a plus le support spirituel aux valeurs. Donc comment on peut concilier les deux ? C'est ça la vraie question. Je n'aime pas ce discours de valeur, parce que le propre de la valeur, c'est qu'elle n'en a pas, puisqu'on la fixe. N'est-ce pas ? Donc je sais pas. On la fige. Non, on la fixe. C'est comme à la bourse. On dit voilà, je sais pas, voilà, telle chose a telle valeur. Il n'y a pas de valeur en soi. Donc ce discours des valeurs m'insupporte un tout petit peu parce qu'on ne sait jamais de quoi il s'agit vraiment. Et deuxièmement, moi je me méfie beaucoup des discours déclinistes, décadentistes, etc. D'abord, notre histoire montre qu'on a souvent eu des jours extrêmement difficiles, mais elle montre aussi que ces jours difficiles, parce que nous les avons surmontés, on finit par
nous enrichir. Donc je crois que le problème est assez simple, c'est comment est-ce qu'on fait l'unité politique ? Bon, en Grande-Bretagne, c'est assez facile, c'est autour de la monarchie, c'est la reine aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est autour de la Constitution. En France, c'est l'État. Alors effectivement, tous ces termes connexes vont ensemble, nation, république, État, laïcité, et au fond, on pourrait reprendre le terme république, le terme État, le terme nation, et puis peut-être qu'on en arriverait aux mêmes conclusions que sur la laïcité, tellement tout ça est intrinsèque. Mais la vérité, c'est que, comme le disait Didier, certainement, je dirais, par exemple, la chute du mur de Berlin, l'échec de la construction nationale dans les pays du Maghreb ou du Proche-Orient, enfin, etc., tout ça a marqué un ébranlement de la croyance, parce que quand on parle de croyance, on se pense souvent au caractère religieux. Mais il y avait une croyance dans le progrès, en quelque sorte, et cette croyance dans le progrès, elle est évidemment très attaquée aujourd'hui. Nous nous rendons compte qu'en fait, il faut nous donner les moyens de notre histoire. Est-ce que les Français pensent qu'ils ont un avenir? Mais la réponse, elle est assez simple. Il faudrait qu'ils se mettent à l'écoute de tous les peuples à travers le monde, qui malgré tout attendent encore quelque chose, même si nous sommes dans les basses eaux de l'histoire aujourd'hui, même si on ne mérite pas du tout la valeur de nos prédécesseurs, mais on reste quand même attentif à ce que la France demeure un laboratoire des libertés. Et est-ce que le modèle, je dirais, historique, le paradigme historique qui a fondé la France, quand je parlais de Paul Ricoeur et le récit national, c'est important de coller un peu tous ces morceaux pour voir un peu la perspective et le sens. Est-ce que ce modèle n'est pas aujourd'hui pas attaqué dans le sens ni terroriste ni autre, par une autre conception en fait de l'islam, c'est-à-dire la deuxième religion quelque part de France, mais qui n'a pas dans sa théologie cette conception de l'État et cette histoire. Clémenceau écrit, il dit « Nous sommes des hommes d'esprit latin, disait-il, la poursuite de l'unité par le Dieu, par le roi, par l'État nous hante. Nous n'acceptons pas la diversité dans la liberté. » Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une sorte un peu de dichotomie quelque part ? C'est vrai que dans le temps, l'islam, nos communautés, qui reviennent de la colonisation musulmane qui vivent en France, n'avaient pas ce discours politisé et identitaire. Mais aujourd'hui, avec ce réveil, je dirais, du discours politique et identitaire, sans la séparation dans l'islam, il n'y a pas de théologie, je dirais, de l'État, parce que l'État est mêlé à la nation et à la communauté. Est-ce que ce n'est pas ça une menace ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin d'un islam émancipé, d'un islam des Lumières, pour que le... Bien sûr qu'on a besoin de croyants musulmans qui, justement... Et on va conclure sur ce sujet-là, mais... N'aient pas la prétention de dire que leur foi doit être supérieure à la loi commune à laquelle, par ailleurs, en tant que citoyens, ils peuvent participer. Bien évidemment que c'est ça l'enjeu, et c'est d'autant plus ça l'enjeu que, actuellement, il y a un dynamisme négatif, au sens où ce qui produit n'est pas... pour notre communauté humaine ou des nations favorables, du côté de l'islam. Et ce qui vient de se passer en Afghanistan en est une démonstration politico-militaire extrêmement dommageable pour tout le monde, pas simplement pour une partie des Afghans qui n'adhèrent pas à emblématique aussi du cynisme politique aussi, des Américains. Oui, enfin, on peut dire ça, mais sans doute aussi emblématique de l'échec, parce que, comme disait Saint-Just, personne n'aime les missionnaires armés, et que, d'une certaine manière, vouloir construire un modèle qui n'est pas porté ou qui n'est pas pris en charge par les populations elles-mêmes à des milliers de kilomètres de ce que l'on est, ça ne marche pas, mais c'est vrai... c'est vrai pour les Américains, comme d'une certaine manière ça a été vrai pour les Soviétiques avant la chute du mur. Depuis Alexandre le Grand aussi, qui s'est cassé les dents là-bas. Le mot de la fin, moi, ce que je voudrais dire, c'est bien sûr, il y a une question sur la formation de l'islam de France, mais si cet islam de France n'arrive pas, ça voudrait dire qu'il y aura un échec crucial et pour l'islam et pour la France. Et pour la France. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, bien sûr qu'il y a d'autres groupes. Il y a des groupes évangéliques qui aussi sont peu au fait, au fond, de la laïcité ou ont des tracas. Moi, je voudrais profiter de cette émission pour dire quelque chose à nos frères et à nos sœurs orthodoxes. Ils devraient être les premiers à chérir la laïcité, car la plupart d'entre eux, en fait, sont les descendants de gens qui ont souffert de l'absence de liberté religieuse
d'une manière ou d'une autre, à partir des grands pays d'immigration qui ont permis la fondation d'une orthodoxie Les pays française. orthodoxes traditionnels, tout à fait, tous les autres. Et donc, cette liberté-là, ils en jouissent, qu'ils la défendent. Absolument. En tout cas, un grand merci d'être venus tous les deux. Je pense que c'était intéressant d'entendre deux des trois voix. On aurait pu avoir Régis, mais c'était un peu compliqué en fait pour organiser ça à trois. Mais c'est un livre qui est détonnant, en petit format, mais qui est très intéressant à lire parce que ça défriche beaucoup de sujets sur l'histoire de France et aussi sur des visions. Je terminerai sur ce que, pour que Régis soit un peu avec nous, ce qui m'a attiré, c'est une sorte de définition. Une définition de la laïcité que je trouvais très intéressante. Et je termine là-dessus. Vous avez hérité d'une profession de foi qui vient de loin et nous la respectons. Figurez-vous que notre histoire nous en a donné une autre en héritage. Il ne s'agit pas d'une religion révélée, mais d'une religion civile, d'un genre un peu particulier. Elle ne se propose pas comme étant la vérité première et ultime de notre société, encore moins de celle des autres, mais la simple matrice d'une société où le débat sur la vérité est ouvert à tous sur un pied d'égalité. Et je trouve que c'est une très belle définition de la laïcité, à la française, quelque part. C'est de la possibilité du débat. L'autre question, c'est qui tranche ce débat? Mais ça, c'est une question qui va nous échapper aujourd'hui. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. Merci. Et à une prochaine émission. Et moi, je vous dis donc à la prochaine émission. On termine cette émission de rentrée avec un sujet qui est un peu intéressant et détonnant. À la prochaine.